sans plus tarder, je vais passer la parole à un autre de mes collègues. Il a été question à plusieurs reprises ce matin du 2 décembre et Arnaud Dominique Hout, qui est un grand spécialiste de l'histoire du maintien de l'ordre, de l'histoire de la sécurité, qui enseigne l'histoire contemporaine à l'université de Paris-Sorbonne, va nous faire le point dans une double dimension, l'événement lui-même, mais aussi, je ne veux pas anticiper sur son propos, sa trace mémorielle. Chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors effectivement, comme le disait Jean-François Sirinelli, comme le disait aussi Jean-Claude Dion dans son introduction ce matin, le coup d'État, c'est aussi la grande affaire finalement du Second Empire et le grand problème de mémoire, puisqu'ici, la question qui se pose pendant toute la durée du régime, c'est celle de cette origine honteuse, c'est-à-dire d'un acte juridiquement au moins contestable et discutable, et qui surtout s'accompagne d'une répression qui a fait des morts, qui a fait des victimes, et qui donc colle finalement ici à l'image et à la mémoire du Second Empire. C'est ce qui nourrit cette légende noire qui se constitue, on le voit ici, dans les années 1870, et notamment à travers ce dessin d'Alfred Le Petit, qui nous présente justement Victor Hugo, marquant au fer rouge le front de Napoléon III de cette étiquette infamante 2 décembre 1851. Alors évidemment, on est dans un contexte qui est particulier, puisque ce dessin date de 1878, peu de temps après la publication de l'Histoire d'un crime de Victor Hugo, dans laquelle Hugo, justement, raconte et dénonce le coup d'État, mais tout en ayant en tête les enjeux politiques très précis de 1877, à savoir justement des débats autour d'une tentative de restauration monarchique et de coup de force du président MacMahon. Cette légende noire, évidemment, elle est toujours à inscrire dans son contexte. Sur le coup d'État lui-même, on est sorti, évidemment, maintenant de cette légende noire, notamment parce qu'il y a une historiographie qui est très riche, qui s'est développée sur cette histoire depuis longtemps, qui peut s'appuyer encore aujourd'hui, et j'y reviendrai, sur la base des travaux du journaliste Eugène Thénault, publiés dès les années 1860, et qui vise justement à établir une sorte d'inventaire des événements, avec évidemment une lecture qui est politique et polémique, mais dont la base documentaire est très riche. Il y a eu toute une historiographie dont je ne reprendrai évidemment pas ici le détail, ce serait beaucoup trop long, mais dont on peut retrouver la trace notamment autour des publications du 150aire, puisqu'en 2001, il y a eu un numéro de la Revue d'Histoire du XIXe siècle dans lequel on trouve une considérable bibliographie sur ce qui a été publié, qui montre notamment, et c'est un aspect important ici, le poids important de l'histoire locale et des mémoires locales dans cette histoire du coup d'État. C'est-à-dire que c'est aussi très fortement le fait d'une mobilisation d'historiens ancrés justement dans leur territoire et qui se sont organisés notamment autour d'une association qui a un site internet 1851.fr qui est un formidable ressource documentaire pour l'histoire et la mémoire du coup d'État. Dans cette séquence aussi des années 2000, on a surtout vu se développer une historiographie du coup d'État qui s'intéresse peut-être davantage à l'interprétation et à l'écriture, y compris immédiate, du coup d'État. Et c'est au fond dans cet ancrage-là, dans cet héritage-là que je vais essayer de me situer, en vous parlant ici justement des rapports compliqués qu'entretiennent le Second Empire et le coup d'État du 2 décembre. C'est bien l'histoire d'un péché originel, ou pour le dire de manière moins religieuse, d'une mémoire compliquée, pour ne pas dire d'une mémoire impossible, dont je voudrais ici vous parler. Alors, voilà. Je commence peut-être simplement par poser ici le décor. Je ne vais pas évidemment rentrer dans une histoire du coup d'État qui nous ferait complètement sortir des clous à l'heure où les estomacs commencent à crier famine, je vous rassure. Ce que je vous propose, c'est de résumer le coup d'État par une carte, simplement. Et cette carte nous permet sans doute de dégager 3 idées importantes. La première chose, c'est que le coup d'État s'accompagne de résistance républicaine. Alors elles ne sont pas seulement républicaines d'ailleurs, mais elles sont principalement républicaines sous leur forme armée. On les trouve ici avec les figurés, les points rouges et les taches oranges. Et l'élément décisif et trop souvent oublié justement ici, c'est qu'elles ne se limitent pas du tout à l'espace parisien. Paris résiste
entre le 2 et le 4 décembre. Le 4 décembre au soir, on peut considérer que l'ordre règne dans Paris, pour reprendre la formule d'époque. À partir du 4 décembre, en revanche, l'insurrection monte dans un certain nombre de territoires principalement ruraux. Alors ruraux notamment parce que le pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte avait anticipé la possibilité d'une résistance républicaine en province, mais il l'avait anticipé dans les villes. Donc les forces de police, de gendarmerie, l'armée se concentrent dans les grandes villes de province, et là effectivement ils arrivent très largement à étouffer les velléités de résistance, mais ils ont oublié que les campagnes sont en train, elles aussi, pour certaines d'entre elles, de se convertir à l'idée républicaine, de se mobiliser dans un grand mouvement de bascule, justement, politique, qui va avoir des conséquences sur la très longue durée. Et on retrouve donc ici une partie notamment du sud de la Bourgogne, et la partie sud et principalement sud-est de la France, avec une concentration des résistances dans le sud des Alpes et dans le sud du Massif central. Alors, ces résistances appellent d'une certaine manière une répression qui avait été anticipée de toute façon par Louis-Napoléon Bonaparte et par Morny et Maupas qui sont chargés, et Saint-Arnaud qui sont chargés justement du sale boulot finalement ici de la répression. Cette répression, elle passe notamment par la proclamation de l'état de siège, c'est le figuré ici des hachures, qui montre qu'une large partie du territoire est soumis à l'état de siège, prévu par la loi de 1849 en cas de trouble à l'ordre public, et qui donc crée un statut exceptionnel, un renforcement des pouvoirs du militaire, de nouvelles possibilités de répression. Mais en même temps, en arrière-plan de cette carte, et c'est le troisième enjeu du coup d'État, il y a le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est-à-dire le plébiscite par lequel Louis-Napoléon Bonaparte demande à la population de confirmer le maintien de son autorité et la délégation des pouvoirs lui permettant d'établir une nouvelle constitution. Et ce plébiscite, on le voit ici, il se solde par une écrasante victoire justement du oui. Alors une écrasante victoire, la moyenne est à 92% des exprimés, qu'on peut pondérer en retenant plutôt l'indicateur des inscrits. On est à 75% des électeurs inscrits, ce qui est évidemment considérable. Alors j'allais dire incontestable, mais pas tout à fait, puisqu'évidemment la possibilité du non est relativement théorique dans de nombreux lieux. Elle n'est pas tout à fait impossible tout de même, et on a notamment beaucoup de bulletins nuls et un certain nombre de non, qui se concentrent particulièrement dans l'ouest de la France, de culture monarchiste et donc très hostile ici à Louis-Napoléon Bonaparte, et qui contribuent donc à faire peser finalement ici la persistance d'une résistance. Alors la question qui se pose ici, c'est de comprendre justement comment ces événements vont être lus et interprétés. Et je commencerai simplement par rappeler l'interprétation qui est proposée du côté bonapartiste. L'interprétation du coup d'État, elle peut se résumer en 3 idées dont l'une l'emporte. Alors la première piste, qui semblerait naturelle, c'est de faire du coup d'État un acte de force qui s'inscrirait justement en écho finalement du 18 Brumaire. Le neveu marchant dans les pas de l'oncle, le 2 décembre faisant écho au 18 Brumaire, et la restauration impériale de 1852 faisant écho au Premier Empire. Cette idée-là, il faut insister sur le fait qu'elle n'est pas centrale dans l'imaginaire du régime, qu'elle ne va pas être tellement mobilisée. D'abord parce que la comparaison entre le 18 Brumaire et le 2 décembre ne tient pas tout à fait la route dès qu'on regarde un petit peu dans le détail. Ensuite, parce que tout simplement, ça introduit une sorte de cohérence et de projet impérial notamment qui n'est pas aussi évident que ça au début. Fait significatif, la date du 2 décembre, évidemment, elle est hautement symbolique. Elle rappelle Austerlitz et la proclamation du Premier Empire, les 2 décembre 1804 et 1805. Mais en réalité, c'est une date qui a été choisie de manière beaucoup plus accidentelle que ça. Il y avait eu plusieurs autres dates qui étaient pressenties pour le coup d'État, et le 2 décembre n'est pas choisi véritablement en fonction d'une volonté politique de construire un symbole. En revanche, l'idée qui s'impose de plus en plus, c'est l'idée qu'on aurait affaire ici à un acte de protection de la société. Ça, c'est le grand argumentaire, celui qui s'impose le plus, qui est fondé sur le mythe de la jacquerie et de la terrible année 1852 qui s'annonçait. Alors c'est un thème qui est présent tout au long de l'année 51, l'idée que 1852 sera l'heure de vérité, parce qu'il y a une élection présidentielle, parce qu'il y a des élections législatives, parce que les républicains, et notamment leur aile la plus radicale, les rouges,
se sont réarmés en termes politiques, et donc il y a toute une sorte de fantasme du spectre rouge, pour reprendre la formule d'un publiciste de l'époque, qui avance l'idée que peut-être on va vers de grandes catastrophes. Alors, le coup de force de Louis-Napoléon Bonaparte ici, et de ses turiféraires, ça va être de dire justement, le 2 décembre est une réponse à ce qui nous attendait en 52. Alors, c'est évidemment une forme d'interprétation qui peut faire sourire, mais qui, à l'époque, est très forte et qui se nourrit donc de la construction d'une légende noire des insurgés républicains, une légende noire qui est extrêmement répandue dans la presse de l'époque, dans les témoignages de l'époque. On insiste sur les violences que les républicains insurgés dans le sud de la France notamment ont fait subir aux aristocrates, aux femmes, aux prêtres, aux gendarmes. On construit ici finalement un discours extrêmement puissant qui noircit le républicain et qui, par ricochet, légitime finalement l'acte du coup d'État, qui n'est plus un coup d'État, mais qui est en réalité une anticipation des difficultés qui attendaient le pays en 1852. Un acte préventif, finalement. Alors, cette idée-là s'accompagne d'une troisième idée, qui est l'idée qu'on aurait affaire, finalement, ici, à un acte véritablement démocratique. Et c'est ce qu'on retrouve sur cette gravure de janvier 52, qui nous présente un portrait de Louis-Napoléon Bonaparte. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le portrait, c'est la légende. Louis-Napoléon Bonaparte, élu par 7,5 millions de suffrages. Formule pour le moins raccourcie. Il ne s'agit pas d'une élection, il s'agit d'un plébiscite. Mais c'est une belle manière, finalement, d'essayer d'effacer le 2 décembre en lui substituant le 20 décembre. Et c'est ce que dira Louis-Napoléon Bonaparte lui-même, « Je n'étais sorti de la légalité que pour rentrer dans le droit ». C'est-à-dire que ces 7,5 millions de suffrages sont une absolution, de ce point de vue, du coup d'État. Alors, une absolution, évidemment, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille, et c'est ici que se construit, dans le camp républicain, une mémoire critique immédiate. Alors, sans rentrer dans le détail des textes, ici, qu'on trouve sur Gallica, où j'ai été les rechercher pour les besoins du diaporama, on retrouve une première somme qui est le travail de Victor Schœlcher, député célèbre de 1848, l'homme de l'abolition de l'esclavage, député encore en 51, proscrit donc en 52, il est exilé, et en exil, il écrit justement une histoire des crimes du 2 décembre qui vise, comme il l'explique, à dire la vérité. Nous avons au moins sur la terre d'exil la faculté d'écrire, nous en profitons pour dire ce qu'ils ont fait. Le plus intéressant toutefois ici, c'est que c'est un gros livre, 2 volumes, un gros format, c'est-à-dire un texte quasiment impossible à diffuser en France où il est interdit. Napoléon le Petit, dont parlait tout à l'heure Sylvie April, c'est un ouvrage de petit format qui a pu circuler via justement les colporteurs et la clandestinité. Schœlcher, c'est quasiment impossible à transporter. Donc, ça complique évidemment la diffusion de ce texte qui s'adresse davantage à l'Europe et à la mémoire, finalement, au jugement de l'histoire, qu'à la société française elle-même. Autre texte du même type, moins connu mais tout aussi instructif, le texte de Xavier Durieux, autre figure républicaine, autre représentant du peuple, qui explique ici de la même manière pourquoi c'est un crime, et qui le fait en s'appuyant, c'est ça qui est intéressant, sur une base extrêmement légaliste, puisque l'objectif des Républicains en 52, c'est de montrer que c'est bien Louis-Napoléon Bonaparte qui a bafoué la loi. Et c'est pour ça qu'ici, il reproduit un arrêt de la Haute Cour de justice pris le 2 décembre 51, déclarant Louis-Napoléon prévenu du crime de haute trahison. Il est fondamental ici d'installer l'idée que la légalité est bien dans le camp républicain, et c'est pour ça que la formule du crime est fondamentale. Elle a véritablement un sens juridique. Mais celui qui, de ce point de vue, impose pour la durée la mémoire critique du coup d'État, celui qui gâche la fête impériale, on peut le dire, c'est Victor Hugo, et notamment donc dans Les Châtiments, et dans ce poème daté du 2 décembre 1852, hautement symbolique, c'est l'anniversaire du coup d'État, et c'est aussi la naissance du Second Empire. Je reprends la fin du texte simplement. Napoléon III veut avoir Saint-Cloud plein de roses l'été, où viendront l'adorer les préfets et les maires, donc la fête impériale, et la chute évidemment terrible. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps,
cousent dans le linceul des enfants de 7 ans. On connaît la postérité de ce texte. C'est bien résumé d'ailleurs par la gravure de Daumier. Les châtiments écrasent l'aigle impérial sur l'histoire de longue durée. Et il l'écrase ici en rappelant justement cette mémoire du coup d'État. En l'occurrence, il s'agit d'un enfant boursier, 7 ans et demi, victime des fusillades du 4 décembre. Donc il s'agit bien, encore une fois, de pointer la réalité du coup d'État et de cette violence. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte a d'autant plus de mal à échapper finalement à cet imaginaire du coup d'État qui est véhiculé par les républicains, que cet imaginaire se traduit aussi par la présence permanente tout au long de ce Second Empire des acteurs et des structures de la répression. Un mot rapide simplement là-dessus, mais je pense que c'est une idée ici assez importante, c'est le rôle justement de la gendarmerie et de la police dans ce contexte du Second Empire. Évidemment, le coup d'État a été en grande mesure une opération de police. Arrestation des opposants, traque, on l'a dit, et interrogatoire des insurgés, surveillance politique par la suite. Il y a donc une extrêmement forte présence, de ce point de vue, de la répression. Cette répression qui marque les tout débuts du pouvoir, justement, bonapartiste, s'installe un petit peu dans la durée. D'abord pour une raison un petit peu générationnelle, et je pense qu'on peut véritablement parler d'une génération coup d'État dans la gendarmerie du Second Empire. Vous avez ici la date de recrutement des gendarmes actifs en 1857, et on voit que la grande majorité d'entre eux ont été recrutés au début des années 1850. Ce qui est un hasard, hein, c'est pas spécialement un choix bonapartiste, c'est un hasard de renouvellement de génération par un effet de ciseau au niveau des retraites, et aussi une logique de recrutement renforcé qui n'était pas un projet bonapartiste, mais qui était un projet républicain à l'origine. Mais la conséquence, c'est que jusqu'aux années 1870, la plupart des gendarmes sont d'anciens de 1851. D'une certaine manière, par leur simple présence physique, ils peuvent rappeler la mémoire de ce coup d'État. Une mémoire qui se rappelle également par la figure de Maupas, qui signe ici ce document en tant que ministre de la police générale, celui qui était le préfet de police de Paris en décembre 1951, est devenu ministre de la police générale en 1852. Il leur reste une seule année, mais ça contribue à renforcer cette idée d'un régime policier, d'un État qui perpétue au fond ici le coup d'État. Cette idée, on la retrouverait bien sûr aussi en évoquant la loi de sûreté générale de 1858 ou diverses mesures de répression, d'organisation de la surveillance politique qui renforcent cette impression d'un style finalement impérial de police qui serait marqué par une culture de la répression. Alors il faut toutefois le nuancer, et je reprendrai ce que disait tout à l'heure Jean-François Sirinelli, le Second Empire dure longtemps. Il dure une vingtaine d'années, et en une vingtaine d'années, beaucoup de choses vont changer, et notamment parce qu'on voit une véritable modernisation de la sécurité, qui n'est pas forcément un projet politique, mais qui est plutôt la réponse à une nouvelle demande sociale. Rappelons-le, les années 50-60 sont des années d'enrichissement du pays, des années de prospérité dans les campagnes, des années de développement de la propriété, et donc de sensibilité accrue au vol, aux questions de sécurité, et d'une nouvelle demande de sécurité. Pour le dire de manière très raccourcie, mais parce que le temps va nous presser sinon, je dirais que le gendarme de 1852, c'est bien l'agent du coup d'État, le gendarme de 1869, c'est plutôt celui qui garantit que vos biens sont relativement en sécurité. Du coup, il y a bien un déplacement ici de l'image même et de la signification même qu'on peut accorder à ces questions de sécurité. Et ce qui m'amène, pour terminer, à évoquer la résurgence, le dernier temps fort de cette mémoire critique, mais qui est le révélateur justement du poids finalement, encore une fois, de cette mémoire du coup d'État. On l'a dit tout à l'heure, Sylvie April l'évoquait tout à l'heure, il y a eu la volonté du Second Empire d'amnistier, et l'amnistie du 15 août 1859 vise justement à effacer finalement le contentieux entre les républicains et le coup d'État, le régime bonapartiste, ce qui évidemment ne fonctionne pas tout à fait. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'on voit surtout revenir cette mémoire et cette histoire du coup d'État à travers notamment Eugène Thénault. Eugène Thénault qui publie dès 1865 une étude, La Province, en décembre 1851, qui vise à effacer complètement la légende noire des insurgés, la légende de la jacquerie, à prouver que les insurgés sont de très honnêtes gens et à prouver
finalement, de manière logique, que par conséquent, les torts sont bien du côté de Louis-Napoléon et non pas de ceux qu'on a longtemps qualifiés justement d'insurgés dangereux et violents. Alors ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir, évidemment, est sensible à ce type d'ouvrage. Et il y a une enquête qui est commandée par le ministre de l'Intérieur à ses préfets, une enquête qui vise justement à vérifier si on peut attaquer en justice Thénault. Alors c'est très intéressant cette enquête parce qu'on a les rapports des préfets qui sont conservés aux Archives nationales. Et la première information, c'est qu'à peu près tous disent « c'est une vieille histoire ». On n'a pas beaucoup de témoins, on s'en souvient pas trop, c'est pas un sujet très intéressant. Et donc, la plupart bottent en touche, très clairement. Ce qui montre justement le temps qui passe. Mais ceux qui creusent un peu plus, dans les départements les plus sensibles à cette mémoire de 1851, sont obligés de dire, comme le préfet des Pyrénées-Orientales, ce que rapporte M. Thénault est la vérité ou peu s'en faut, mais ce n'est pas toute la vérité, précise-t-il. De même que le préfet des Basses-Alpes, qui donne une leçon de méthode historique. La vérité historique, dit-il, ne doit pas indiquer seulement la surface des événements. Thénault serait finalement trop positiviste au goût des préfets. En tout cas, il est inattaquable, parce que ses propos sont sourcés et documentés, et il n'est pas attaqué. Celui qui, en revanche, est attaqué, c'est Delécluse. Et là, on revient sur un épisode marquant de l'année 1868, novembre 68, la Toussaint, et la redécouverte de la tombe de Bodin. Bodin, dont on a parlé plusieurs fois déjà, dont le nom circule un petit peu ici, et Bodin qui incarne justement la figure de la victime du coup d'État par excellence, celui qui meurt pour 25 francs, selon le mot passé à la postérité. La tombe de Bodin, qui est enterrée au cimetière Montmartre, est redécouverte un peu par hasard dans les années 60. En 68, la foule républicaine se réunit devant sa tombe. Il y a un moment d'émotion. Delécluse, grande figure républicaine, lance un appel à la souscription pour ériger justement un monument à ce représentant héroïque. Et le Second Empire décide de réprimer, décide de poursuivre Delécluse et les souscripteurs, ce qui est assez étonnant parce que c'est un signe de faiblesse. Éric Anceau le disait, on est au moment où le régime se libéralise. Il y a un coup politique important à attaquer justement Delécluse et à remettre sur le devant de la scène le coup d'État. Comme le dit Crémieux, c'est vous, donc le pouvoir bonapartiste, qui avez conduit le 2 décembre en police correctionnelle. Et le procès est l'occasion d'une grande plaidoirie de Gambetta, on le voit ici, qui le dit cet anniversaire, le 2 décembre, dont vous n'avez pas voulu, dont vous n'avez pas fait une fête, nous le revendiquons, nous le prenons pour nous le fêterons toujours incessamment chaque année. Ainsi s'impose finalement, dès la fin des années 1860, cette mémoire républicaine du coup d'État qui fait que paradoxalement le 2 décembre est davantage ici un lieu de mémoire de la République et des résistances républicaines qu'un lieu de mémoire justement du Second Empire qui n'en voulait pas. Je terminerai simplement sur cette idée en rappelant que l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là, et à très grands traits, Bodin va entrer au Panthéon, où il est toujours, en 1889, dans le contexte du boulangisme. Une statue va être érigée sur le lieu présumé de son assassinat en 1901. Elle est déboulonnée en 1941 par Vichy, notamment aussi pour des raisons de récupération de métaux. Ce n'est pas uniquement idéologique, mais c'est évidemment aussi idéologique. Et cette statue est un petit peu l'arlésienne des 10 dernières années, puisqu'il y a eu plusieurs mobilisations, et notamment un vœu de 2011 visant à réériger une statue de Bodin. Alors, c'est un peu une question symbolique, puisque depuis les années 1980, le parvis de la gare du Nord s'appelle le parvis Napoléon III. Donc Napoléon III a retrouvé droit de cité dans l'espace public parisien. Je ne sais pas s'il y aura une statue de Bodin un jour à Paris, s'il y en aura une à nouveau, mais permettez-moi de conclure sur une pirouette. Les archives de la préfecture de police, depuis l'an dernier, sont installées rue Bodin, auprès Saint-Gervais. Merci à vous.